Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle nous allons présenter l'école classique du management. En effet, les fondements du management moderne sont issus du travail d'un groupe d'auteurs, de professionnels et des hommes de terrain qui ont formulé certains principes rationnels, logiques et pour ces auteurs, ces principes sont susceptibles d'améliorer l'efficacité ou la performance en général des entreprises. C'était leur contribution, leurs principes qui sont à la base de l'école classique du management qui peut être subdivisée en trois courants. Le courant scientifique, avec notamment les deux figures les plus connues, Taylor et Ford, le courant administratif et son défenseur Fayol, et le courant bureaucratique et son précurseur Max Weber. Que doit-on alors à Frédéric Taylor? Tout d'abord, le taylorisme correspond à un changement profond dans la façon de concevoir l'organisation du travail en vue d'augmenter la productivité. Frédéric Taylor, qui est un ingénieur américain, est le père de la théorie du management scientifique. Il a introduit une méthodologie scientifique qui pourra aider à trouver la manière optimale de réaliser une tâche, le One Best Way. Taylor se révoltait en permanence contre l'inefficacité des ouvriers qui ont toujours tendance à paresser et à s'attarder. Il a de ce fait décidé de remédier à cette situation par le biais de l'étude scientifique des mouvements des employés au travail, basée sur une analyse du temps, une analyse des gestes et une analyse des pauses, dans l'objectif de découvrir le geste le moins fatigant et le plus productif. Parce que, au sens de Taylor, cette amélioration des mouvements va permettre à l'ouvrier d'accomplir une tâche précise et limitée, mais surtout de réaliser le meilleur rendement possible. Taylor a passé plus de 20 ans de recherche à déterminer la manière optimale de réaliser chaque tâche. L'OST, ça veut dire l'Organisation scientifique du travail, a permis la distinction entre deux types de division du travail. D'abord, la division horizontale du travail. Pour Taylor, le fait de parcelliser le travail en des tâches limitées et précises permet de choisir la personne la plus adaptée pour chaque tâche, mais surtout, cette division, il permet d'apprendre à cette personne comment réaliser le travail de la façon la plus précise possible. En plus de la division horizontale, l'OST a distingué la division verticale. Ça veut dire la distinction entre la conception et l'exécution, en séparant les tâches de l'exécutant et les tâches du manager. Vous n'êtes pas ici pour penser, disait toujours Taylor à ses travailleurs. Pour lui, aucun conflit fondamental ne doit exister entre employeurs et salariés. La prospérité de l'un est liée à la prospérité de l'autre. Et la prospérité signifie la richesse ou le succès. Taylor avait pour ambition de révolutionner les mentalités, celles des ouvriers comme celles des patrons, en établissant des règles claires permettant d'améliorer la productivité. Pour la motivation des ouvriers, il a préconisé la mise en place d'une rémunération au rendement. De cette façon, Taylor a pu obtenir des gains de productivité de 200% et plus. Pourtant, plusieurs critiques ont été adressées à l'OST. En l'occurrence, on reproche au taylorisme le fait que le travail est fractionné, il devient mécanique pour l'ouvrier, ce qui engendre une certaine déshumanisation du travail. De même, il réduit la mission de l'ouvrier à un rôle passif. Une deuxième critique qui est adressée aux travaux de Taylor, le fait que l'exécutant, qui est l'ouvrier, devient une sorte d'automate qui pourra un jour être remplacé par un mécanisme
une machine ou un robot. Mais une précision s'impose à ce niveau. Ces critiques ne sont pas fondées parce que Taylor, par rapport aux problèmes de l'époque, il a très bien réagi. De même, la critique n'a de sens que s'il est faite à l'époque même. Mais malgré ces critiques, l'approche de Taylor, bien adaptée au contexte socioculturel de l'époque, a connu un grand succès et demeure aujourd'hui à la base de bien des pratiques managériales. Maintenant, la grande star et le génie de son époque, c'est Henry Ford. Malgré le fait qu'on le critique maintenant pour ce qu'il a réalisé à l'époque, son objectif, c'est comment transformer un bien de luxe à un bien de consommation de masse. Et ce bien, c'était la voiture. Avant Ford, la voiture était réservée à une élite. Elle était peu utilisée. C'était quelque chose d'extrêmement onéreux, cher, et Ford voulait produire des voitures pas chères à tel point que les ouvriers qui l'ont produit peuvent l'acheter. Et c'est ce qu'elle a effectivement fait. Le Fordisme peut être défini comme la manière de rationaliser le processus d'organisation de la production en reprenant les principes de Taylor, à savoir les principes de l'OST. Ford a poursuivi l'œuvre de Taylor en introduisant les méthodes tayloriennes de rationalisation du travail dans ses usines de production d'automobiles. Alors qu'en 1908, le montage de la Ford T demande 12h20, dans les années 20, 1h20 suffit. La méthode taylorienne a conféré même aux autres entreprises industrielles américaines en général un avantage certain sur les firmes des autres pays, ainsi qu'une efficacité d'envergure, au moins pour une cinquantaine d'années. L'une des contributions de Ford, c'est le fait qu'il a finalisé peut-être le travail à la chaîne, parce que le travail à la chaîne, il existait bien avant Ford. Cette notion, il se base sur la circulation automatique des pièces sur une chaîne de montage devant une série d'ouvriers fixés à leur poste de travail en adoptant un mode de spécialisation horizontale et un processus de production qui est découpé en tâches élémentaires. Mais le cheval de bataille de Ford, c'était la production en grande série de produits standardisés, non différenciés pour réaliser des économies d'échelle. C'est à peu près l'équivalent du low cost d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on met à la disposition des clients des produits de qualité acceptable à un prix abordable. Aussi, c'est l'exemple de la Logan de Renault qui a permis d'asseoir les bases d'une réussite industrielle et elle a réalisé des bénéfices très importants au point d'être classée la première en termes de vente de voitures au Maroc en utilisant un bon exemple du Fordisme. Sans oublier une autre contribution de Ford, le fait qu'en permettant à ses ouvriers d'acquérir la voiture qu'ils ont produite, Ford a pu convertir ses ouvriers en des clients potentiels. Le Fordisme a donc connu une véritable croissance économique durant la majeure partie du XXIe siècle. Mais depuis les années 1980, le modèle a été dépassé vu l'incapacité de ce modèle à s'adapter aux nouvelles règles de l'environnement concurrentiel suite au choc pétrolier de 1973-1979. D'autant plus, la recherche fordienne de production de masse et d'économie d'échelle ne correspondait plus aux exigences de variété du marché des années 80. À cette occasion, les entreprises japonaises ont de ce fait apporté des éléments de réponse. Ces entreprises ont pu offrir au marché une production de masse, de biens différenciés, de qualité et à des coûts compétitifs. Et là, on doit citer le succès de l'entreprise Toyota
connu par la gestion de projets et connu par la participation active des ouvriers à l'amélioration de la qualité et de la productivité. Et du Taylor et Ford, on passe pour parler de Henry Fayol et de Max Weber, qui à leur tour ont joué un rôle très important dans le développement de la théorie administrative générale. Fayol avait comme objectif de participer à la création d'une science de gestion des entreprises qui soit universelle, applicable à toutes les entreprises. Fayol propose de définir le management comme un ensemble universel de fonctions qui se décompose de 5 groupes d'opérations. D'abord, première opération, prévoir, ça veut dire préparer l'avenir. Organiser, ça veut dire mobiliser des ressources pour atteindre les objectifs fixés. Commander, ça veut dire gérer les hommes en donnant des ordres. Coordonner, ça veut dire organiser des éléments en vue d'un certain résultat. Et la dernière opération, c'est contrôler, ça veut dire vérifier que les objectifs fixés ont été atteints. Fayol est un homme de terrain qui distingue le management des autres fonctions, telles que la comptabilité, la gestion financière, la production ou la distribution. Fayol a privilégié l'administration. Pour lui, la fonction administrative est la plus importante car il conditionne le bon fonctionnement de l'organisation d'une part et c'est la seule fonction au sens de Fayol qu'un dirigeant ne peut pas déléguer d'autre part. Fayol a ensuite énuméré 14 principes de management, sortes de vérités universelles. Il a suggéré tout d'abord la division du travail comme moyen de produire plus et mieux avec le même effort. Il a préconisé le principe d'autorité, qui est le droit de commander lié au poste. Le respect de la discipline est très important pour Fayol, c'est le respect des conventions et des règles. Il a préconisé aussi l'unité de commandement, ça veut dire qu'un agent ne doit recevoir des ordres que d'un seul chef. L'unité de direction est cruciale au sens de Fayol. Il ne doit y avoir qu'un seul responsable pour un ensemble d'opérations visant le même but. Le 6e principe, c'est l'intérêt particulier de l'individu qui est secondaire par rapport à l'intérêt de l'entreprise. Pour la rémunération du personnel, elle doit être aussi satisfaisante que possible pour le salarié et pour l'employeur. La centralisation, c'est la direction qui décide. Fayol considère qu'il s'agit d'un phénomène naturel. Le 9e principe concerne la hiérarchie. Chaque personne doit connaître sa position dans la hiérarchie dans l'entreprise imposée par l'unité de commandement. Fayol recommande aussi l'ordre matériel et social, ça veut dire une place pour chaque personne et chaque personne à sa place. Il préconise aussi l'équité, ça veut dire traiter les subordonnés sans aucune préférence personnelle. La stabilité du personnel, pour lui, contribue à un meilleur résultat général. Le fait de donner l'initiative aux employés permet d'augmenter leur rendement. Et le dernier principe, il concerne l'union du personnel. Mieux vaut éviter de diviser pour régner. Autre grande figure européenne de la réflexion sur les organisations, c'est un sociologue allemand qui a contribué à l'élaboration des règles menant à la rationalisation des entreprises et visant à éliminer les sources d'inefficacité. Max Weber est un grand défenseur de l'organisation rationnelle, ça veut dire une organisation qui est basée sur la logique. Weber était convaincu que l'existence de règles à suivre, bien définies et respectées à la lettre, profiterait tant aux membres d'une organisation qu'à ses clients. Il considère que c'est la fonction exercée qui confère le pouvoir, sachant que le pouvoir, c'est le droit de se faire obéir. Parmi les préoccupations de départ de Max Weber, c'était comment de nombreux dirigeants
exercer des fonctions de commandement, non pas en raison de leur capacité professionnelle, mais simplement du fait de leur situation sociale ou de leur charisme. Et le charisme peut être expliqué comme le don naturel d'être aimé et de séduire. En traçant une description de l'activité de l'entreprise fondée sur les relations d'autorité, Weber a imaginé un modèle théorique d'organisation qu'il a appelé bureaucratie, qui est pour lui une forme d'organisation extrêmement efficiente, axée sur la rationalité et fondée sur les principes de la logique, de l'ordre et de l'autorité légitime. Autorité légitime, ça veut dire une autorité qui est justifiée par la loi et par le statut. Par ailleurs, l'application des principes bureaucratiques permet une réalisation efficace et rapide d'une énorme quantité de travail, laquelle n'est possible, selon Weber, que si le personnel respecte des instructions et des règles formelles. C'est pourquoi ces principes demeurent encore très répandus dans plusieurs organisations, telles que les banques, les assurances, les hôpitaux, etc. Maintenant, que reste-t-il de l'école classique du management? Il est certain qu'un certain nombre de méthodes et de concepts actuels de management découlent des contributions des auteurs de l'école classique. Bien évidemment, les entrepreneurs d'aujourd'hui ont toujours l'objectif d'optimisation des tâches, ont toujours l'objectif d'augmentation de la productivité, ont toujours l'objectif d'amélioration de l'efficacité. Ce qui diffère, c'est le contexte. Ce sont les spécificités des activités, la particularité de chaque entreprise, les innovations technologiques, le poids de la concurrence. Autre exemple de l'actualité des idées de l'école classique, c'est l'idée et l'intérêt de former les employés pour les rendre plus efficaces, qui correspond à l'une des applications de l'optimisation chère à Taylor. Aussi, la vision fonctionnelle de l'activité de manager qui trouve son origine chez Fayon. La bureaucratie de Weber qui existe toujours et avec le même principe, il continue à représenter toujours une tentative d'élaborer un modèle efficace d'organisation. C'est l'application actuelle de la bureaucratie qui peut-être, et surtout quand il est poussé à l'extrême, qui est menaçante et qui est sujet de critique. Mais que ça soit adressé à l'école classique ou à n'importe quel système qui cherche l'efficacité au maximum, on sera amené à se plaigner de la déshumanisation du travail qui provoque un taux d'absentéisme et de turnover important, et on va se plaigner aussi de bien d'autres choses. Enfin, une dernière critique qui a été adressée à ces théories provient du fait qu'ils ont ignoré les interrelations entre l'entreprise et son environnement. Mais l'environnement ne présentait pas de contraintes et de menaces à l'époque de l'école classique. Il n'y avait pas de concurrence. On peut imaginer le nombre d'entreprises qui opéraient dans un secteur par rapport au nombre de clients. C'était un nombre très limité. Toute la production était écoulée. Et c'est tout à fait logique qu'à partir du moment où l'environnement a commencé à constituer une menace, qu'on a commencé à l'intégrer dans les approches et les théories managériales. Le fait que les problèmes d'adaptabilité de l'entreprise aux contraintes de l'environnement semblent absents du discours classique, c'est tout à fait logique et ça ne doit pas constituer une critique au vrai sens du terme. Enfin, on peut dire que pour les limites adressées à l'école classique, c'est l'histoire qui se répète. Tout système a des limites. Certainement, ce qu'on doit peut-être préciser, c'est que ces critiques ont été évoquées dans l'objectif d'une amélioration. Il y avait des idées nouvelles qui devraient repousser les limites pour donner un second souffle aux apports des auteurs de l'école classique qui constituent
incontestablement des chefs-d'œuvre. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.